Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous parler de 4 romans et de 2 livres graphiques et du coup on va pas trop traîner puis on va commencer maintenant. Alors le premier roman dont je vais vous parler, en fait je vais tricher un petit peu parce que finalement ça va être 2, hein, voilà. Donc je vais vous parler de Covenant, le tome 1 et le tome 2, voilà. Donc de Jennifer L. Armentrout qui sont édités chez J'ai lu. Voilà, alors j'ai le tome 1 depuis très longtemps dans ma palle, je tardais tout le temps à le sortir, je sais pas vraiment pourquoi, pour tout vous dire, et finalement j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Aurore, et en fait ça nous a plutôt bien plu, c'était une période qui était un peu compliquée pour moi, et c'est vrai que les livres de Jennifer L. Armentrout passent toujours tout seul. Elle a une plume qui est addictive et très simple à lire, que ce soit en anglais ou en français, parce que je l'ai lu en anglais et en français, et à chaque fois ça passe crème. Alors en anglais je ne l'ai lu qu'en romance et en young adulte, j'ai pas lu de fantastique hein, en anglais de l'autrice, donc je sais pas si c'est facile ou pas, mais sa plume reste quand même très abordable, donc voilà. Ça se lit vraiment tout seul, et c'est vrai que ça a un côté assez addictif. Et j'ai beaucoup de mal depuis 15 jours, 3 semaines à être en immersion dans les romans. Et ça, voilà, si j'ai enchaîné les deux, c'est pas pour rien. J'ai le tome 3 que je vais peut-être me faire cette semaine d'ailleurs, parce que ça passe vraiment tout seul. C'est une saga young adulte pour moi de toute façon puisque c'est des ados. Donc c'est une saga young adulte fantastique avec quand même un sacré côté romance un peu comme Lux. Donc dans cette histoire en fait on suit une jeune fille qui s'appelle Alexandria, donc tout le monde l'appelle Alex. En fait elle est moitié humaine et moitié hématoï. Donc les hématoïs descendent des dieux, hein, des dieux genre un peu des dieux grecs, voilà. D'ailleurs ces romans me font penser par un certain côté un petit peu à Percy Jackson, etc. Parce que bah voilà on a des demi-dieux, bref. Donc Alexandria est elle est moite-moite, hein, voilà. Sa mère en fait a fui avec elle et a quitté le Covenant, qui est l'île, qui est placée sur une île en fait, qui est une espèce d'école, il y a une espèce de gouvernement, il y en a plusieurs dans tout le pays comme ça, et elle l'a fui avec sa fille il y a plusieurs années. Alexandria ne sait pas pourquoi. En tout cas, je vais en prendre qu'un parce qu'ils sont lourds. Hein. En tout cas, voilà, elle vit chez les humains depuis. Elle a quand même beaucoup de mal, en fait, à s'adapter à sa vie avec les humains, parce que même si elle n'a pas de pouvoir particulier, elle a une force surhumaine. Et surtout, elle a la capacité de voir le vrai visage de ce qu'on appelle des démons. Donc des démons, ce sont d'anciens hématoïs qui ont été mordus qui ont été mordus par justement un démon, qui se sont transformés en démons. En fait, les démons se nourrissent de quelque chose de particulier qui est dans le sang des hématoïs, et parfois ils les tuent, parfois ils les transforment. Et en fait, quand un hématoï est transformé en démon, les hématoïs eux-mêmes ne voient pas en fait le visage du démon, ils voient toujours le visage de la personne qu'il était à l'origine, sauf les moite-moite, hein, qui eux ont cette capacité de voir derrière, en fait, derrière le masque, entre guillemets. Bref, donc elles vivent chez les humains, ça va partir en cacahuète, elles vont se faire attaquer par des démons, et du coup, Alexandria va être obligée de réintégrer le Covenant, sauf que ça va pas être très facile pour elle, parce que dans cette école où on apprend à devenir une sentinelle, donc un tueur de démons, elle est pas forcément très bien accueillie, en plus elle a une grande gueule, donc ça plaît pas vraiment. Et voilà, elle apprend elle essaie de réintégrer sa place. Et puis il y a plein de jeux de pouvoir au sein du Covenant, au sein des autres Covenants. Il y a plein d'histoires avec forcément les démons hein, qui veulent manger les hématoïs. Bref. C'est assez... c'est pas très compliqué, mais je voudrais pas tout spoiler non plus, hein, quand même. Et voilà, donc le tome 1 est passé vraiment crème, c'est introductif, mais vraiment t'es à fond dedans, c'était vraiment chouette. Alors, il y a rien d'extraordinaire, je préfère le dire, parce que c'est vrai que de voir que j'ai bouffé les 2 tomes comme ça en quelques jours, on pourrait se dire « Wouh, c'est la saga du siècle !» Non, c'est pas la saga du siècle, mais c'est hyper addictif, et en fait, pour moi, en tout cas, c'est la lecture parfaite quand tu veux mettre ton cerveau en pause, et c'est pour ça que j'aime les romans de cette autrice, c'est parce que je sais que pour moi c'est une valeur sûre, quand j'ai besoin de mettre mon cerveau sur pause, ça marche super bien. Donc après le tome 1 j'ai voulu attaquer du coup le tome 2, et là j'étais un petit peu déçue parce qu'on tourne un petit peu trop autour de la romance, des hormones et compagnie, des petits ados là, et j'avoue que ça a commencé à vraiment swinger et à bouger que vers la fin, et c'est vrai que toute la partie... Voilà, toute la partie sur les ados, oh je l'aime mais on n'a pas le droit d'être ensemble, oh si, ah bah non je vais peut-être l'aimer lui, finalement lui j'ai le droit d'être avec lui.
ça m'a saoulée, ça ressemblait beaucoup à Lux. De toute façon la saga, je trouve dans sa construction, dans son écriture, dans tout, ressemble à Lux, c'est juste que ce n'est pas la même mythologie. Voilà, c'était sympa, j'ai vraiment hâte de lire la suite, c'est une saga que je vais dévorer, je le sais. Et voilà, si vous aimez les sangas, je ne sais plus parler, si vous aimez les sagas young adult avec de la romance et du fantastique, franchement ça va passer vraiment tout seul. Et sincèrement, j'ai vraiment hâte de bouffer le tome 3 et le tome 4. Donc très bonne lecture. Ensuite, j'ai découvert La Plume de Laure Manel dans L'ivresse des libellules, qui est son dernier roman paru, aux éditions Michel Lafon. En plus, en le lisant, j'ai découvert qu'il était dédicacé. Voilà, donc un grand merci à l'autrice. Alors malheureusement ça l'a pas fait avec moi, je pense que je ne l'ai pas lu au bon moment. Très clairement, je pense que j'étais pas du tout réceptive à ce type d'histoire qui pour moi ressemble fortement à... En fait, ça ressemble au Petit Mouchoir, mais en moins bien. Voilà. Le film Les Petits Mouchoirs, qui est un de mes romans préférés, voilà, j'ai trouvé que ça avait des petites ressemblances, mais en bien moins bien. C'est pas très français tout ça. Et je m'attendais pas à une plume si simple. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que l'autrice avait une plume plus... Enfin, qu'en tout cas dans ses romans, la plume était plus travaillée, et en fait pas du tout, c'est vraiment très simplement écrit. Alors c'est pas mauvais, c'est pas un défaut, hein, mais ça m'a surprise parce que je sais pas, j'étais pas dans ce... J'étais pas... ouais, je m'imaginais autre chose, tout bêtement. Alors dans ce roman, en fait, on va suivre un groupe d'amis, donc ce sont des adultes, hein, ils ont entre 30 et 50 ans, on va dire. Donc différents couples d'amis qui se retrouvent pour les vacances, c'est la 8e année consécutive qu'ils partent en vacances d'été ensemble. Habituellement ils emmènent les enfants, sauf que cette année l'une des femmes qui elle n'a pas d'enfant, ne veut pas d'enfant et doit déjà entre guillemets se taper les enfants de son mec, elle a réussi en fait à convaincre tout le monde de faire des vacances sans enfants. Donc elle est vraiment très satisfaite parce que pour une fois ce sera 15 jours sans gosse, 15 jours dans une location de rêve, mais de rêve, elle a réussi à convaincre tout le monde de prendre cette location en leur mentant un petit peu et en prenant une grosse partie à sa charge parce que les autres n'avaient pas les moyens, mais elle ne leur a pas dit. Et cette personne, donc Sibylle, c'est la seule personne que j'ai aimée parce qu'elle m'a fait sourire. Elle est... je pense que dans le quotidien, elle doit être invivable. Moi, je la supporterais pas. Mais en la lisant, elle me faisait rire. Faut que tout marche comme elle l'a décidé. Mais vraiment, faut que tout aille comme elle veut. Et puis, si ça va pas, eh ben, ça part en cacahuète. Et elle est hyper directive. Elle est hyper dominatrice là-dessus. Et en même temps, tu sens qu'elle a un côté... elle aime foncièrement les gens quand même. Mais au quotidien, elle doit être sacrément pénible. Donc bref, tous ces petits couples se retrouvent dans cette grande maison assez belle, hein, magnifique, somme toute, nanana. Sauf qu'en fait, on se rend vite compte que tous les couples ont des petits soucis. Alors, il va déjà y avoir des tensions entre les différents personnages et entre les différents couples, mais aussi à l'intérieur de chaque couple, on se rend compte que c'est loin d'être idéal. Et l'autrice se sert de ça pour justement nous dépeindre les vies de couple, les difficultés relationnelles, la vie aussi, hein, l'évolution du couple. Quand ça fait plus de 20 ans qu'on est en couple, qu'on a eu plusieurs enfants, qu'on a profondément changé et qu'on a l'impression que l'autre dans le couple ne ressent plus peut-être l'attirance qu'il ressentait au début. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est que dans sa tête. On a ce couple qui, justement, Sibylle et son copain, et son mari, je sais plus s'ils sont mariés, qui ont une famille recomposée, mais qui ont beaucoup de mal parce que Sibylle a du mal avec les enfants, elle s'entend pas du tout avec ses enfants, et pour lui c'est compliqué. On a ce couple qui, d'extérieur, paraît parfait, et un tout nouveau couple parce que l'une des femmes en fait de l'histoire vient de se séparer, de se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, et ensuite toute cette petite bande pendant leurs vacances d'été, avec des remises en question, avec voilà. C'était sympa, mais sincèrement, je pense que je l'ai vraiment... Alors je pense pas que j'aurais adoré, clairement, c'est pas un roman que j'aurais adoré, mais je pense que j'aurais pu l'apprécier plus si je l'avais lu à un autre moment de ma vie. Mais là, bah voilà, c'est un SP, j'ai essayé, voilà, je voulais pas trop le faire traîner, et puis je me disais que ça pourrait plaire à ma mère, donc en fait je l'ai lu avant qu'elle arrive, hein, tout simplement, elle arrive la semaine prochaine, donc je vais lui passer, voir ce qu'elle en pense, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça bof, en fait, voilà, j'ai pas spécialement accroché, mais je peux pas vraiment vous dire pourquoi. En fait, j'ai pas été prise dans l'histoire de ces couples, je m'y suis pas retrouvée, j'arrivais pas à me projeter,
Pourtant il y en a certains qui ont le même âge que moi, hein, mais j'arrivais pas du tout à me projeter. Il y a une des femmes qui au départ me touchait profondément parce que elle se sentait mal dans sa peau par rapport aux autres, à ses copines qui étaient présentes. Elle se sentait mal dans sa peau parce qu'elle avait le sentiment que son mari ne la regardait plus et du coup elle voulait faire des efforts. Et au fur et à mesure elle m'a très vite agacée, mais vraiment très vite. En fait c'est ça, c'est que tous les personnages ont fini par me taper sur le système et m'agacer, à part Sibylle qui pour le coup est la plus agaçante, mais qui je trouve est restée constante tout le long du roman et m'a fait marrer. Donc voilà, pour le coup j'ai pas grand chose à dire sur ce roman. J'essaierai peut-être les 2 autres romans de l'autrice parce que j'ai vu que c'était un coup de cœur pour beaucoup de monde. Voilà, mais non, celui-ci pour moi ça va pas trop matché. Le dernier roman dont je vais vous parler par contre je l'ai kiffé. Je n'arrive pas encore à savoir si c'est un coup de cœur, je pense que je vais attendre de lire la suite pour voir comment ça avance. Mais mon dieu, je l'ai adoré, mais un truc de malade. Donc il s'agit de Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand. Alors apparemment c'est une réédition, je me souviens plus du titre d'origine, mais il avait pas ce titre là, il est sorti chez Brajlon il y a je sais pas combien de temps d'ailleurs, et là ils l'ont réédité en version young adulte, donc chez Big Bang, toujours une filiale de Brajlon. Par contre j'ai déconné, je voulais absolument envoyer un mail à la maison d'édition pour savoir s'il y avait eu des modifications de texte, des réécritures ou des choses comme ça, et je ne l'ai pas fait. Je suis désolée, si j'ai l'info avant de publier, je vous la mets en barre d'infos, mais sinon, bah, tant pis. Hein. Alors, Apocalypse Blues, c'est un livre post-A. Alors j'adore le post-apocalyptique, vraiment j'adore ça, je trouve qu'on en fait plus beaucoup actuellement. Et les peu que je trouve actuellement, je les trouve mauvais. Donc c'est vrai que quand j'ai attaqué celui-là, je me suis dit bon, post-A, accroche-toi, c'est bon, ça va le faire. Et en fait c'était génial, franchement c'était génial. On suit plusieurs ados dans plusieurs pays différents. Alors d'abord on suit Kiran qui vit en Inde, qui a une fratrie, des frères, des sœurs, des parents. Hein. Et en fait sa famille a décidé de faire un énorme sacrifice puisque Kiran lui ne travaille pas et a le droit d'aller à l'école et il est même fortement poussé pour ça parce que toute la famille met clairement tous les espoirs dans cet ado qui doit avoir 13-14 ans parce qu'on leur a dit qu'en fait il avait de fortes capacités, donc eux ils misent sur l'avenir. En gros il se sacrifie aujourd'hui, il bosse plus pour que lui aille à l'école pour que plus tard il puisse subvenir aux besoins de sa famille. C'est beaucoup de poids hein, sur les épaules de ce petit garçon et en fait un jour, début de mousson etc, sauf que la pluie ne va jamais s'arrêter et Kiran va se retrouver tout seul, éjecté, envoyé aux États-Unis. Je vous raconte pas comment, mais en tout cas il va être éjecté aux États-Unis et il va se retrouver dans un camp en fait de réfugiés. Et il va devoir apprendre à survivre dans un pays dont il parle très mal la langue parce qu'il a appris l'anglais à l'école mais bon il maîtrise pas non plus, et sans sa famille il en veut énormément à son père qui l'a sauvé mais qui en même temps a sacrifié les autres. C'est très compliqué la situation de ce gamin, mais je l'ai beaucoup aimé. Ensuite on suit Matthew et Tobias qui eux sont australiens, qui sont en train de faire du surf, et au moment où ils sont en train de surfer, ils voient qu'il se passe une catastrophe puisque toute la mer recule et là ils se rendent bien compte qu'un tsunami arrive. Ils vont réussir à survivre tous les deux au tsunami et ils vont être envoyés par leurs parents avec l'un des derniers avions en fait vers les États-Unis parce que également en Australie il y a des feux partout et des tsunamis aussi. Là où il n'y a pas de feu en fait il y a des tsunamis, donc on évacue ces deux personnages vers les États-Unis, vers San Diego il me semble. Alors Tobias c'est un petit bonhomme de 10 ans et Matthew lui je crois qu'il a une vingtaine d'années, donc voilà, on confie un peu la responsabilité de Tobias à Matthew et il prend ça très à cœur en sachant qu'il est prévu que les parents les rejoignent aux États-Unis. Ça va pas se passer comme ça forcément, mais bon voilà. Et ensuite on suit le dernier des ados qui s'appelle Charlie, qui lui en fait est en vacances dans le ranch de son grand-père au moment où des tornades vont apparaître, en fait vont arriver. Et où pendant la tornade il va être blessé et ça va un peu être compliqué. Donc au début il est avec son grand-père dans ce ranch pendant la catastrophe. Donc vous avez bien compris que toutes les catastrophes sont liées à des catastrophes naturelles. Donc voilà, des pluies diluviennes, des tsunamis, des feux, des tornades, etc. qui retournent en fait un peu tout le monde, en fait, toute la planète. Et nous on va retrouver donc ces 4 personnages qui vont être ensemble aux États-Unis. Alors au début séparés, puis ensuite quelques-uns d'entre eux vont se regrouper. Et on va les suivre tout au long de leur histoire, de leur parcours, et waouh, c'était... alors c'est du young adulte, mais je préfère vous le dire tout de suite. Vraiment, alors c'est écrit derrière, mais c'est écrit en petit, hein. C'est écrit, mais c'est écrit en petit. Il y a des scènes... Il y a des scènes vraiment dures quoi, vraiment, il y a vraiment des scènes difficiles,
en mode, moi je lisais le truc, j'étais en mode mais attends, moi à 14 ans j'aurais jamais pu faire un truc pareil. Alors tu sais qu'il faut, mais moi c'est pas possible, tu vois, enfin c'est un truc de malade et c'est dégueulasse et voilà. Il y a un passage qui concerne l'un des personnages qui est à gerber, clairement, qui m'a mise très mal à l'aise, mais que je comprends, voilà, que je comprends. Et c'est ce que j'aime en fait dans ce roman, c'est qu'il est criant de vérité, dans le sens où on t'épargne rien et on te montre bien que quand il y a une catastrophe comme ça, il faut pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les gens veulent survivre. Et ils sont prêts à tout pour survivre. C'est-à-dire que s'ils ont soif et que tu as une bouteille d'eau dans les mains et que tu es la seule à avoir une bouteille d'eau dans les mains, ils seront prêts à te tuer pour avoir la bouteille d'eau. Et à côté de ça, tu as aussi ceux qui ont un fond réellement, j'allais dire animal, mais c'est même méchant pour les animaux de dire un truc pareil, mais qui ont réellement un fond dégueulasse et ignoble et horrible, et qui en fait vont profiter de la situation pour exploiter les gens qu'ils trouvent, pour, voilà, va y avoir une grande vague de kidnapping, de trafic d'humains, de trafic d'organes, voilà, on a tous ces côtés-là qui, somme toute, pour moi, sont hyper crédibles. C'est-à-dire que j'ai du mal à croire qu'en situation de post-apocalyptique, où tout l'univers part en cacahuète, j'ai un peu de mal à croire que tout le monde va être là, allez, viens, je vais t'aider. Non, pour moi, c'est pas possible, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, tu veux survivre et tu veux protéger les gens que t'aimes. Et entre ta vie, celle des gens que t'aimes, et les gens que tu ne connais pas, soyons honnêtes, voilà. Alors oui, il y a quelques personnes, il y a quelques personnages qui vont quand même tout faire pour aider. Il y a des relations amicales qui vont se créer, qui sont très belles. La fin est horrible parce qu'on te laisse sur un cliffhanger de t'es là et t'es ah ouais et t'arrêtes le livre comme ça. Voilà, ok. Il y a un petit truc un peu what the fuck pour moi, mais je me dis bon après pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. Voilà, ça me paraît pas si aberrant que ça, mais bon, je suis un peu mitige, c'est un peu voilà. J'ai dit beaucoup, voilà, je suis désolée. Mais j'ai adoré ce roman, mais un truc de fou. Je crois que le tome 2 sort dans pas si longtemps que ça. Bah, de toute façon, vu qu'il est déjà, voilà, c'est une réédition, donc il devrait paraître dans pas trop longtemps. Je vous conseille à 10 000% ce roman si vous aimez le post-apocalyptique et si vous avez envie de lire un bon post-apocalyptique. Quand je dis ça, je vous dis pas que c'est une plume hyper littéraire, qu'il y a des tournures de phrases de dingue et tout. Non, je te parle de l'histoire, je te parle du ressenti et des personnages. Parce que oui, on fait faire des choses incroyables à des gamins, mais en même temps, les gamins se rendent compte que c'est assez ouf de faire ça. C'est-à-dire que c'est pas en mode, je suis un guerrier, vas-y, je vais le faire. Non, le môme, il sait que c'est pas normal de faire ça à son âge, que si tout revient en ordre, ça va être compliqué pour lui aussi de réussir à revivre comme ça. Il y a tout un côté psychologique avec l'un des personnages que je peux pas aborder parce que je vous spoilerai une partie du roman, mais où vraiment je me suis posé plein de questions et où je me suis dit mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il arriverait vraiment à en arriver à ce stade-là? Est-ce que c'est possible ce qu'il devient, tu vois? Et je me suis posé plein de questions et en même temps je l'ai lu comme ça, comme un gros page-turner, et oh mon dieu, j'ai adoré. Franchement, j'ai juste adoré ce roman. Je ne peux que vous le conseiller, et je suis vraiment contente qu'il l'ait réédité, parce que finalement, moi, quand il était sorti chez Brajlon, j'étais complètement passée à côté, et je pense que sans voilà, la réédition chez Big Bang, je m'y serais pas autant intéressée, et quel tort, mais quel tort. Pour moi qui aime le posta, voilà, c'est... ça, c'est du posta comme j'aime, et je vous le recommande vraiment, vraiment chaudement, et voilà, je pense que vous avez compris, j'ai surkiffé. Donc maintenant je vais passer au graphique. J'en ai sélectionné que deux, je vais pas vous montrer tout ce que je lis, mais j'en ai sélectionné deux qui m'ont fortement interpellée et fortement plu. Voilà, donc il s'agit du premier, c'est Freaky Mouse de Alexandre Arlen, Guillaume et Miss Tablette chez Jungle. Donc c'est un peu la même team que ceux qui ont fait Blue Diary. Et c'est le même process, sauf que là on est avec les histoires de Disney. J'ai eu des fous rires sur certaines planches, d'autres où j'étais en mode... vous exagérez, et voilà, mais c'était vraiment cool, j'adore le concept, mais vraiment j'adore le concept, et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous incruster des images pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais pas en mettre trop parce que ça risquerait de vous spoiler, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai beaucoup souri en tout cas en découvrant ce graphique. Et le dernier dont je vais vous parler, il s'agit de Speak, donc de Emily Carroll, qui est une adaptation du roman de Laurie Halse Henderson, qui a dû être
qui a dû paraître à La Belle Colère, je pense, puisque tous les romans de cette autrice que j'ai lus, c'était à La Belle Colère. Donc voilà. Je crois qu'on est sur un coup de cœur, les gars. Je crois clairement qu'on est sur un coup de cœur. Donc on est aux éditions Rue de Sèvres. C'est la deuxième fois que Rue de Sèvres me fait vivre des choses incroyables en réécriture, en adaptation comme ça. J'avais déjà eu un coup de cœur intersidéral avec Le Sculpteur, qui reste pour moi le number one. C'est vraiment le roman graphique à découvrir parce qu'il est incroyable, mais Speak était vraiment chouette et j'ai aimé l'intensité des dessins, ce qu'on arrive à nous faire vivre en fait à travers ces dessins. En fait, on va suivre une jeune fille qui doit retourner au lycée, c'est la rentrée scolaire, on va la suivre sur l'année, et en fait aller au lycée c'est devenu un enfer. Alors on sait mais sans savoir en fait ce qui lui est arrivé, et on se rend compte que tout est dur en fait, elle n'arrive plus à parler, les gens savent pas pourquoi elle parle pas, elle a perdu ses amis, elle a tout perdu, et à côté de ça on sent qu'elle est en souffrance, que tout devient dur, ses résultats scolaires chutent, sa famille ne la comprend pas, s'énerve contre elle. Elle vit vraiment un enfer. Je vous montre des planches pour que vous puissiez voir un petit peu l'intensité et la force de ce que c'est. Et tout le temps, elle est en mode, mais dis, parle, dis-le, dis ce qui s'est passé, dis-le, dis-le. Et en fait, tu sens que c'est horrible. En fait, elle n'arrive pas à accepter ce qu'elle a vécu. Elle n'arrive pas à se rendre compte qu'elle est réellement une victime. Je vais vous le dire clairement, hein, on parle de viol, mais je pense que vous vous en doutez. Je préfère prévenir parce que c'est pas anodin comme sujet et ça peut ne pas plaire à tout le monde et vraiment ça peut être compliqué. Quand je rentre dans un livre ou dans un roman qui va parler de viol, j'ai besoin de le savoir avant. C'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment beaucoup de mal et je suis très sensible, vraiment très sensible à ça. Et du coup il faut que je le sache avant parce que moi j'ai besoin d'un temps de préparation entre guillemets, et du coup voilà, je préfère vous le dire cash, c'est pas un spoil, hein, on le sait depuis le début, c'est juste qu'elle le dit pas avec des mots, et je trouve que le dessin est... Si tu prends le temps vraiment de t'immerger dans l'histoire à travers les dessins, etc., c'est juste incroyable. J'ai adoré cette adaptation. J'ai vraiment adoré. Sincèrement, j'ai adoré. Je ne peux que vous la conseiller. Alors peut-être... N'allez peut-être pas l'acheter parce que c'est comme pour Le Sculpteur, c'est des ouvrages qui valent un certain prix quand même. Mais trouvez-le en médiathèque, ou voilà, je pense que c'est carrément faisable. Comme pour Le Sculpteur, je vais essayer de voir avec la maison d'édition si je peux en avoir un pour un concours. On verra. On croise les doigts et puis si ça le fait, je vous ferai un petit concours. Mais très clairement, je peux que vous inciter à découvrir ce roman graphique, cette adaptation qui est incroyable. Si vous n'avez pas lu le roman, ça peut être aussi une alternative, voilà, même si je vous incite à lire le roman parce que personnellement j'aime beaucoup l'autrice. Mais voilà, c'est vraiment une sublime découverte. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je pense que vous aurez compris que s'il y a bien 2 titres à retenir de ce point lecture, c'est Speak et bien sûr Apocalypse Blues. Voilà. Il faut aimer le posta, hein, si vous aimez pas ça, voilà, et puis il faut avoir quand même les boyaux, hein, les tripes bien accrochées, parce que je vous dis, il y a quand même des scènes qui sont, enfin en tout cas moi, que j'ai trouvé dures, et je trouve que le petit mot peut heurter la sensibilité des plus jeunes, ça pourrait être écrit un peu plus gros, voilà. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un putain de posta, et je me suis éclatée. Voilà. Du coup, j'espère que ce point lecture vous a plu, que vous avez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire s'il y a un titre ou deux qui vous intéressent le plus. Si je vous demande ça à chaque fois, c'est aussi parce que moi ça me permet de m'orienter quand je veux organiser des concours, donc n'hésitez vraiment pas à me dire les livres qui ressortent, hein, vraiment des points lecture ou des book hauls, parce que moi ça me permet après d'essayer d'aller obtenir des lots pour des concours, donc vraiment n'hésitez pas, c'est important. N'hésitez pas non plus à me dire quel a été votre dernier coup de cœur, parce que c'est vrai que moi actuellement j'ai quand même des longues phases où je galère sévère, hein, pour trouver des livres qui me bâment. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers gros coups de cœur. Et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie du fond du cœur comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dans la semaine pour une prochaine vidéo.